Quand 17 personnes ont débarqué devant ma porte de campagne, j'ai respiré, souri et sorti ma planche à clip. Je m'appelle Marie, j'ai 67 ans et je suis retraitée depuis peu. Célibataire par choix. Et croyez-moi, un choix mûrement réfléchi. Pendant 40 ans, j'ai travaillé comme secrétaire dans une mairie, économisant sou après sou pour un seul rêve. M'offrir ma propre maison de campagne, un endroit rien qu'à moi, sans horaire, sans patron, sans bruit, juste la nature et le chant des oiseaux. Quand j'ai enfin signé l'acte de vente, j'ai pleuré. Ma petite maison en Sologne, avec ses volets couleur olive et son jardin qui donne sur un étang, c'était le symbole de toute une vie de labeur. Pendant des années, j'ai élevé Rémi, mon fils unique, seul. Son père a disparu dès qu'il a appris ma grossesse. Alors, j'ai cumulé 2 boulots, fait des ménages le soir, cousu des rideaux pour les voisines, tout pour offrir à mon fils une vie décente. Rémi a grandi, a fait des études et s'est marié avec Camille, une femme polie, souriante, mais issue d'une famille, disons, volumineuse. Les Lefebvre, sa belle famille, ont une tradition bien ancrée. Chaque anniversaire, chaque pont de mai, chaque fête, ils se réunissent à 10, 15, parfois 20 personnes autour d'une table interminable. Et, bien sûr, il faut toujours quelqu'un pour payer. Pendant des années, ce quelqu'un, c'était Rémi. Et parfois, c'était moi. J'ai souvent prêté ma maison de ville pour leur week-end, préparé des plats, payé des courses, juste pour que mon fils ne perde pas la face. Mais depuis que j'ai cette maison en Sologne, je m'étais juré que cet endroit resterait mon refuge, mon espace de paix. Un dimanche, Rémi et Camille sont venus la visiter. Ils ont tout admiré, la cuisine lumineuse, les poutres apparentes, la terrasse donnant sur l'étang. Camille, en particulier, marchait lentement d'une pièce à l'autre, l'air songeur, le regard calculateur. À la fin de la visite, elle a dit « C'est magnifique, Marie. On pourrait y organiser des réunions de famille, tu imagines? Tout le monde ici, quel bonheur !» J'ai souri, mais à l'intérieur, j'ai senti un petit frisson d'alerte. « Oh non, ma chérie, cette maison est faite pour le calme. Après une vie entière à m'occuper des autres, j'ai besoin d'un peu de silence. » Elle a acquiescé poliment, mais je voyais bien que le message n'était pas passé. 3 jours plus tard, le téléphone a sonné. « Maman, bonne nouvelle !» m'a lancé Rémi, enthousiaste. Je me doutais déjà que rien de bon ne suivrait cette phrase. La famille de Camille veut fêter les 70 ans de Mamie Léonie. On s'est dit que ta maison serait parfaite. « Ah bon ?» ai-je répondu prudemment. « Oui, on serait 17, juste la famille proche. On resterait 1 mois, histoire de profiter de la nature. Toi, tu connais bien la région, tu pourrais nous aider pour les repas, l'organisation, tu serais notre hôtesse d'honneur. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'entendais dans sa voix cette intonation d'enfant qui sait qu'il dépasse les limites, mais qui espère que maman dira oui. Pendant 1 seconde, j'ai senti cette vieille habitude revenir, celle de céder, de dire oui pour éviter les conflits, pour ne pas faire d'histoire. Mais j'ai regardé autour de moi. Ma maison, mes rideaux, mes meubles, mon étang. Tout cela, c'était le fruit de ma vie, de mes sacrifices. Et là, quelque chose a changé. J'ai inspiré profondément et j'ai dit calmement « Laisse-moi y réfléchir, Rémi. Je te donnerai ma réponse demain. » Il a paru surpris. Chez moi, réfléchir n'était pas une réponse habituelle. Ce soir-là, sur la terrasse, un verre de vin à la main, j'ai regardé le soleil se coucher sur les champs. Et j'ai pris ma décision. Je n'allais pas refuser. Je n'allais pas non plus me laisser envahir. J'allais accueillir, mais à ma manière. Avec des règles, des prix, des contrats. Pas comme une mère qu'on exploite, mais comme une femme d'affaires. Je venais d'avoir la meilleure idée de toute ma vie. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain matin, je me suis levée avant le soleil, déterminée. Mon café à la main, j'ai ouvert mon cahier de notes et j'ai commencé à planifier. Si 17 personnes voulaient intervenir profiter de ma maison, eh bien elles le feraient, mais en tant que clientes. J'allais transformer ma petite maison de campagne en maison d'hôte officielle, même si ce n'était que pour 1 mois. La première étape a été d'aller à la mairie du village. L'adjoint au maire,
Un homme aimable à moustache blanche m'a expliqué que pour une activité temporaire, il suffisait d'une déclaration en mairie, d'une assurance responsabilité civile adaptée et, selon le nombre de nuitées, du versement d'une petite taxe de séjour. Rien de bien compliqué, Madame Martin, m'a-t-il dit. Et puis, c'est une excellente idée. À votre âge, entreprendre, c'est admirable. J'ai souri intérieurement. Il ne savait pas encore que mon initiative n'était pas seulement économique, mais un peu pédagogique aussi. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à fixer mes tarifs. Pas question de brader mon travail. J'ai étudié les prix des gîtes voisins et établi une grille claire. Nuit en chambre partagée, 70 à 80 € par personne. Petit déjeuner, pain frais, confiture maison, café ou thé, 12 €. Déjeuner ou dîner, 30 € chacun. Forfait ménage, 5 € par jour et par personne. Accès à l'espace jardin et à l'étang, 3 € symboliques pour rappeler que même la nature a un coût d'entretien. J'ai calculé vite fait. Si tout le monde restait un mois, cela représenterait une jolie somme. Pas une fortune, mais assez pour équilibrer 40 années de services gratuits. Et surtout, pour leur faire comprendre que le confort, la propreté, la cuisine, tout cela a un prix réel. Ensuite, j'ai rédigé un règlement intérieur. Rien d'extraordinaire. Silence à partir de 22 h. Respect du matériel et des espaces communs. Responsabilité en cas de casse ou de dégradation. Caution obligatoire à l'arrivée. J'ai imprimé le tout et encadré le texte dans de jolis cadres en bois clair. Un dans le salon, un dans la cuisine, un dans le couloir. Impossible de dire qu'il n'avait pas vu. Puis, je me suis attaqué à la paperasse. J'ai téléchargé un modèle de contrat de séjour sur Internet, préparé des reçus numérotés, créé un petit tableau pour les acomptes de 30% et même commandé un terminal de paiement sans contact. J'avais l'impression de redevenir jeune, comme si je préparais un examen, mais cette fois, c'était moi la prof. En fin d'après-midi, je me suis rendu dans une boutique de textile du bourg. J'y ai acheté 2 chemises bordeaux, élégantes, sur lesquelles j'ai fait broder en lettres dorées « Marie, gérante ». En me regardant dans le miroir du magasin, j'ai eu un frisson. Pour la première fois, je ne me voyais plus comme une mère qu'on sollicite, mais comme une femme indépendante, organisée, prête à défendre son espace. Le lendemain, j'ai commencé la préparation concrète. Ma maison comptait 5 chambres, 2 à l'étage, 3 au rez-de-chaussée. J'ai sorti les draps propres, les oreillers supplémentaires, préparé des lits superposés dans 2 chambres pour accueillir tout le monde. 17 personnes, c'est un petit village. Chaque lit avait son drap plié, son étiquette, son numéro. Les serviettes étaient empilées, les couvertures aérées. J'ai ensuite fabriqué à la main plusieurs panneaux de tarifs. Un grand pour la porte d'entrée. Maison d'hôte du Bocage, tarifs et conditions. Et des plus petits pour chaque chambre. J'ai même imprimé un menu type avec les prix des repas, du café au dessert. Le soir, en regardant ma maison transformée, je me suis sentie fière. Tout était carré, net, professionnel. Je n'étais plus simplement Marie la maman. J'étais Marie la gérante. Et sans le savoir, Rémi et Camille m'avaient offert le plus beau cadeau qu'une femme puisse recevoir à mon âge. Le déclic de la dignité. Le grand jour est arrivé. Dès 7 h du matin, j'étais debout, robe sobre, chemise bordeaux parfaitement repassée, badge Marie gérante bien visible. Dans le salon, ma table de réception était prête. Contrats imprimés, reçus numérotés, plan des chambres, terminal de paiement chargé. Sur la porte d'entrée, ma grande pancarte flambant neuve annonçait fièrement « Maison d'hôte du Bocage, hébergement et repas sur réservation ». À 10 h précises, j'ai entendu un concert de klaxons et de voix joyeuses. 17 personnes, 5 voitures, des enfants qui riaient, des adultes qui s'interpellaient, la cavalerie arrivait. J'ai pris une profonde inspiration, collé un sourire professionnel sur mes lèvres et ouvert la porte. « Bonjour à tous, bienvenue à la maison d'hôte du Bocage. » Le silence s'est fait immédiatement. Rémi, le premier à sortir de la voiture, m'a regardé, déconcerté. « Maman, c'est quoi cette histoire ?» Derrière lui, Camille fixait la pancarte, bouche entr'ouverte, le visage se crispant à vue d'œil. « Je ne comprends pas. » «
Tu plaisantes ? dit-elle d'un ton glacé. Pas du tout, ai-je répondu calmement. Vous avez réservé pour 17 personnes, n'est-ce pas? Tout est prêt. Il suffit de signer les contrats et de régler l'acompte de 30% avant de vous installer. Le check-in se fait ici, un par un, s'il vous plaît. Quelques rires nerveux ont fusé. On pensait à une blague. Puis, voyant mon sérieux, le brouhaha a commencé. Mais enfin, on ne va pas payer pour venir chez toi. Elle a perdu la tête. C'est de la famille, je suis restée droite, le ton posé. Je comprends votre surprise. Mais pour être totalement transparente, j'ai préparé un comparatif avec les tarifs des gîtes de la région. J'ai sorti un dossier de ma planche à clip. Une nuit en chambre partagée coûte ici entre 70 et 80 €. Vous verrez que mes prix sont parfaitement alignés, parfois même inférieurs. Et bien sûr, les repas sont en option. Rémi me tirait discrètement par la manche. « Maman, arrête, ils vont mal le prendre. »« Rémi, ce n'est pas une blague. J'ai simplement décidé que mon temps, mon espace et mon travail méritèrent d'être respectés. Si vous étiez venu dans une auberge, vous auriez payé sans discuter, n'est-ce pas ?» C'est alors qu'une voix claire, un peu cassée par l'âge, s'est élevée derrière le groupe. Léonie, la grand-mère de 70 ans, s'avançait doucement, appuyée sur sa canne. Elle a regardé ma pancarte, puis les tarifs affichés sur la terrasse. 70 € la nuit, 12 le petit déjeuner. Bon, faisons un calcul rapide, a-t-elle marmonné. Ses lèvres bougeaient, ses doigts comptaient mentalement. 17 personnes pendant un mois. Ça fait, plus de 30 000 €. Elle a levé les yeux vers moi. Eh bien, c'est le juste prix si on considère tout ce qu'une femme comme toi fournit. Lit fait, repas préparés, ménage quotidien. Je trouve ça très raisonnable. Un murmure a parcouru le groupe. Puis Marc, le cousin quinquagénaire, a pris la parole à son tour. Écoutez, les amis, soyons honnêtes. Vous imaginez combien elle dépenserait si elle devait nourrir tout le monde gratuitement? Électricité, eau, gaz, produits de nettoyage, sans parler de la fatigue. On a juste pris l'habitude qu'elle fasse tout sans rien dire. Personne n'a osé répondre. Certains baissèrent déjà les yeux. Camille, les bras croisés, fulminait. C'est absurde, c'est humiliant pour la famille. Mais Léonie lui a coupé la parole avec une fermeté inattendue. Non, ma fille. L'humiliation, c'est de profiter du travail d'une autre sans le reconnaître. Un silence pesant s'est installé. Puis, peu à peu, les attitudes ont changé. Une tante s'est approchée. « Bon, Marie, on signe où ?» Une autre a sorti sa carte bancaire en soupirant. « Faisons les choses correctement, hein ?» J'ai procédé méthodiquement. Chaque invité signait son contrat de séjour, réglait son acompte, recevait sa clé numérotée et un plan de la maison. Je tamponnais les reçus, polie et souriante, comme une véritable hôtelière. Quand le dernier contrat a été signé, je me suis tournée vers eux. « Parfait. Vos chambres sont prêtes. Le déjeuner sera servi à 13 h. Je vous souhaite un excellent séjour à la maison d'hôte du Bocage. » Et là, miracle, le ton avait changé. Les valises ont été montées avec soin. Personne ne s'est assis sur les lits sans enlever ses chaussures. On s'est adressé à moi avec des « s'il vous plaît » et des « merci ». Je les ai observés entrer un à un dans la maison. Ce n'était plus une invasion. C'était un groupe de clients respectueux. Et pour la première fois, ma maison, mon rêve, restait intact, rangé, paisible. Je venais de regagner, sans cri ni colère, le contrôle total de ma vie. Le premier soir à la maison d'hôte du Bocage restera gravé dans ma mémoire. À 19 h précises, tout était prêt. La grande table du jardin dressée sous la tonnelle, les bougies allumées, l'air doux de Sologne parfumé par le poulet rôti qui dorait au four. Dans la cuisine, j'avais préparé un vrai menu campagnard. Poulet fermier rôti, gratin dauphinois, salade du jardin, plateau de fromage et pour finir, une tarte aux pommes maison servie tiède avec un peu de crème fraîche. Je portais ma chemise bordeaux, le badge gérante, bien visible, et un calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Quand j'ai apporté les plats, les conversations se sont tues un instant. L'odeur avait fait taire les critiques. « Eh bien, si c'est ça la pension complète, on ne va pas se plaindre », a lancé Marc en riant. Quelques rires ont suivi, même du côté des plus sceptiques.
Camille, elle, gardait son air pincé. Elle picorait son gratin comme si chaque bouchée était une concession. Mais moi, j'étais en paix. J'ai observé cette tablée bruyante sans me sentir exploitée pour la première fois. Quand le dîner s'est terminé, je me suis levée avec mon bloc-notes. « Mesdames, messieurs, le dîner est à 30 € par personne. Vous pouvez régler ici en espèces ou par carte. » Silence. Puis, un par un, ils se sont exécutés. Certains riaient nerveusement, d'autres faisaient mine de plaisanter. Mais tout le monde payait. Et, chose incroyable, plusieurs m'ont remercié. C'était délicieux, Marie. On n'avait pas mangé comme ça depuis longtemps. Pour la première fois, leurs compliments avaient un poids réel. Ils reconnaissaient la valeur de mon travail, pas seulement ma gentillesse. Je me suis couchée ce soir-là épuisée, mais fière. Mon cœur battait fort, pas de colère, pas de rancune, juste une immense satisfaction tranquille. Mais le lendemain matin, la tempête est revenue. Vers 7 heures, Rémi est entré dans la cuisine, l'air grave. « Maman, il faut qu'on parle !» Je l'ai regardée, inquiète. Camille a passé la moitié de la nuit au téléphone avec ses cousines. Elle dit que ce que tu fais est honteux, qu'on devrait partir tous ensemble pour te donner une leçon. Je suis restée immobile, le torchon à la main. « Un boycott alors ?» Il a baissé la tête. « Oui, elle veut que tout le monde fasse le check-out aujourd'hui. Elle pense que tu finiras par regretter. » J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je n'ai rien dit tout de suite. Je n'avais pas peur de perdre de l'argent. Ce qui me faisait mal, c'était cette volonté de me punir simplement parce que j'avais osé poser des limites. Rémi s'est assis, nerveux. « Je ne sais plus quoi penser, maman. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais en même temps, tu as raison. On t'a trop souvent fait porter les choses. Moi le premier. » Ces mots m'ont surprise. Il ne cherchait pas à me convaincre de céder. Il cherchait à comprendre. Je lui ai souri doucement. « Tu sais, mon fils, toute ma vie, j'ai cru que donner sans compter, c'était aimer. Mais j'ai fini par comprendre que c'est se perdre. L'amour n'est pas gratuit quand il coûte le respect. » Il a hoché la tête, les yeux humides. Peu après, quelques voitures ont démarré. 5 personnes ont quitté la maison sans dire au revoir. J'ai regardé leurs silhouettes s'éloigner, valise à la main. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas pleuré. Ceux qui restent, quand on cesse de tout offrir, ce sont les seuls qui comptent vraiment. En fin d'après-midi, alors que je rangeais la terrasse, Léonie m'a rejointe. Elle s'est assise près de moi, sa canne posée contre la chaise. « Tu sais, Marie, ce que tu fais me rappelle ma propre histoire. » Je me suis tournée vers elle. Elle souriait, un peu fatiguée, mais avec cette sagesse tranquille qu'ont les femmes qui ont tout vécu. Quand mon mari est mort, j'avais 50 ans. Les enfants sont partis chacun de leur côté. Personne ne m'aidait. Alors j'ai appris à ne plus rien attendre. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qui tenait à moi pour de vrai. Elle a pris ma main. Le vrai lien familial, ce n'est pas celui du sang, c'est celui du respect. Et le respect commence quand la gratuité s'arrête. Ces mots m'ont traversé comme une lumière douce. Ce soir-là, j'ai compris que je n'étais plus seule, ni folle, ni égoïste. J'étais simplement une femme qui, après toute une vie à servir, avait enfin décidé de se tenir droite. Et c'était la plus belle des révolutions. Quelques jours après la tempête, l'ambiance à la maison d'hôte s'était apaisée. Les invités restants étaient plus calmes, plus respectueux, presque reconnaissants. Un matin, alors que je préparais le café et sortais les croissants du four, Marc est venu me voir. Il avait ce sourire réfléchi des gens qui cogitent depuis longtemps avant de parler. « Marie, je voulais te dire, ton idée, c'est du génie. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu as créé une vraie petite entreprise. Tu devrais la structurer un peu, tu gagnerais encore plus. » Je l'ai regardé, surprise. « Structurer ? Tu veux dire comme une société ? Oui, enfin, sans aller jusque-là. Mais tu pourrais au moins tenir une comptabilité, calculer tes coûts, prévoir ton budget. Je peux t'aider si tu veux. » J'ai réfléchi un moment. Accepter son aide, c'était risquer de retomber dans une forme de dépendance. Mais cette fois, j'ai eu un déclic. « D'accord, Marc. Mais à une condition, tu m'apprends tout. Je veux comprendre chaque chiffre, chaque calcul, chaque tableau.
Je ne veux plus qu'on fasse les choses à ma place. » Il a éclaté de rire. « Marché conclu, patronne. » Les jours suivants, ma cuisine s'est transformée en salle de cours improvisée. Ordinateur ouvert, feuilles de calcul partout, calculatrice dans une main, café dans l'autre. Marc m'a appris à créer des tableurs, à entrer mes dépenses, à calculer mes marges, à faire une projection de trésorerie sur plusieurs mois. J'ai découvert des notions que j'ignorais totalement, charges fixes, amortissement, taux de rentabilité. Et, étonnamment, j'adorais ça. Chaque chiffre me racontait une histoire, la mienne. Ce que j'avais toujours considéré comme de la corvée domestique devenait une activité rentable, un vrai métier. Je comparais les prix des fournisseurs, j'apprenais à optimiser mes achats, à stocker juste ce qu'il fallait. J'avais passé 67 ans à faire des économies, mais c'était la première fois que je comprenais comment faire fructifier mon travail. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné alors que je rangeais mes reçus. « Bonjour, Madame Martin. Ici France Bleu Sologne. Nous avons entendu parler de votre maison d'hôte et de votre reconversion étonnante. Accepteriez-vous une petite interview pour notre émission du matin ? J'ai cru que c'était une plaisanterie. » Moi ? À la radio ? Oui, vous ! Une retraitée qui se réinvente à 67 ans. C'est inspirant, non ? Le lendemain, j'étais en direct. Les mains tremblaient un peu, mais la voix tenait bon. J'ai raconté mon histoire simplement. Une femme qui, après une vie à servir les autres, décide un jour de faire payer ce qui avait toujours été pris pour acquis. Pas par vengeance, mais par respect de soi. L'émission n'a duré que 15 minutes, mais l'effet a été fulgurant. Le soir même, ma boîte mail débordait de messages. Des femmes de 40 à 70 ans m'écrivaient de toute la région. « Vous m'avez donné du courage. J'ai décidé de partager les frais des repas de famille. Je n'en peux plus d'être la seule à tout faire. Grâce à vous, je lance ma petite activité de confiture maison. » Je lisais chaque message avec une émotion immense. Je n'étais plus seulement la gérante d'une maison d'hôtes. J'étais devenue, sans le vouloir, une source d'inspiration. Et puis, un soir, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Camille. Sa voix était plus douce que d'habitude. « Marie, je voulais m'excuser. J'ai réagi avec orgueil. Je croyais que tu voulais humilier la famille, mais maintenant je comprends. Tu voulais juste être respectée. Et tu avais raison. » Un long silence. Puis elle a ajouté. « Les enfants te manquent, je le sais. Tu peux les voir quand tu veux. Je ne veux plus qu'on soit en guerre. » J'ai fermé les yeux, les larmes me montant aux cils. Pas de victoire, pas de revanche. Juste un apaisement. Ce soir-là, assise sur la terrasse face à l'étang, j'ai regardé les étoiles se refléter dans l'eau et j'ai pensé « J'ai commencé tout ça sur un coup de tête, et c'est devenu le plus beau projet de ma vie. » 3 semaines ont passé, puis 6 mois. Ce qui avait commencé comme une simple réaction de survie est devenu un véritable projet de vie. La maison d'hôte du Bocage tournait à plein régime. Mon taux d'occupation moyen dépassait les 80%, même hors saison. J'avais embauché Claire, une femme du village de 50 ans, comme aide ménagère 3 jours par semaine. Un jardinier, Henri, venait entretenir l'étang et les haies 2 fois par semaine. La comptabilité, tenue au centime près, n'avait plus de secret pour moi. Quand je repensais à la Marie d'avant, celle qui disait oui à tout, qui se fatiguait sans rien attendre, j'avais presque du mal à la reconnaître. Aujourd'hui, chaque journée commençait par la même pensée. Je suis libre, et je l'ai choisi. Côté famille, l'équilibre s'était rétabli naturellement. Rémi venait me voir au moins 1 fois par mois, mais cette fois, il prévenait toujours avant, il apportait le vin, il aidait à mettre la table, et, surtout, il insistait pour payer ses repas. « C'est normal, maman. Ton temps, c'est ton travail, » me disait-il, un petit sourire gêné. Les enfants, Lucas et Sophie, adoraient venir travailler à la maison d'hôte. Lucas accueillait les clients avec son air sérieux, tandis que Sophie remplissait les paniers de viennoiserie pour le petit déjeuner. Je voyais dans leurs yeux une fierté nouvelle. Leur grand-mère n'était pas une vieille dame fatiguée, mais une femme active, utile, inspirante. Quant à Camille, notre relation s'était apaisée. Nous restions cordiales, polies, mais distantes. Elle ne reviendrait sans doute jamais dormir ici, mais elle me respectait désormais.
et cela valait toutes les réconciliations du monde. Un matin d'automne, j'ai reçu une lettre inattendue. Une grande chaîne de gîtes voulait acheter ma propriété. La somme proposée était énorme, assez pour me garantir une retraite très confortable jusqu'à la fin de mes jours. J'ai posé la lettre sur la table et je suis resté longtemps à la regarder. Vendre, c'était choisir la sécurité. Garder la maison, c'était préserver ma liberté. Marc, toujours présent, m'a dit « Marie, tu as déjà prouvé ce que tu avais à prouver. Tu pourrais profiter maintenant. » Mais je savais que cette décision, quelle qu'elle soit, ne dépendait plus de personne. Je n'avais plus besoin d'approbation, ni de conseil. Cette fois, c'était à moi seul de décider. J'ai alors compris que la véritable réussite n'était pas d'avoir fait fortune, mais d'avoir gagné le pouvoir de choisir. Je pouvais dire oui, dire non, changer d'avis. Je n'avais plus de compte à rendre, ni à ma famille, ni à la société. Parfois, des femmes m'écrivent encore après avoir entendu mon histoire à la radio. Des messages simples, souvent bouleversants. Grâce à vous, j'ai osé demander qu'on partage les frais des repas de famille. J'ai ouvert ma petite chambre d'hôte dans le lot. J'ai compris que mon travail à la maison avait de la valeur. Ces mots me rappellent pourquoi j'ai fait tout ça. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour la dignité, pour le juste prix du travail invisible, pour prouver qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Ce soir-là, assise sur ma terrasse, le soleil se couchait lentement sur l'étang. L'eau prenait cette teinte dorée que j'aime tant. Je sirotais un verre de vin blanc, entouré du calme que j'avais toujours cherché. Je pensais à tout ce chemin parcouru, à la peur, à la colère, au doute et à cette paix qui avait remplacé tout le reste. Non, je ne me suis pas vengée. Je me suis respectée, et c'est infiniment mieux. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.